de l'ASBL Ergo 2.0. Et donc, on vous fait une petite présentation de l'intérêt d'une prise en charge par une ergothérapeute de quartier pour votre maintien en santé et votre qualité de vie. Mais d'abord, je vais quand même vous présenter l'ASBL, savoir comment elle s'est créée, qui réunit tous des ergothérapeutes de quartier. Puis, je vais quand même vous expliquer ce que fait une ergothérapeute. Et puis, ce sera plus concret, plus en rapport avec vos demandes et environnements, ce qu'on peut proposer comme petit outil pour vous soutenir dans votre quotidien. Alors, moi, je me présente, donc, je m'appelle Cécile Duquesne, je suis coordinatrice dans le Brabant Wallon et ergothérapeute de quartier à Bruxelles, donc c'est réparti les zones, et moi c'est plutôt Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert. Et moi c'est Béatrice Thébène, je suis aussi ergothérapeute et case manager. Et je suis plutôt dans Bruxelles Nord et Bruxelles Centre, mais nous faisons la coordination avec deux autres personnes, surtout Bruxelles. Donc toutes les demandes sont les bienvenues, que ce soit Bruxelles, ou même pour toi aussi la Wallonie et le Brabant Wallon. Alors, une petite truc. Je vais d'abord parler de la vieillesse, qui, je trouve que la phrase d'Éric Emmanuel Schmitt est magnifique, possède à ce monsieur une deuxième qualité, la fragilité. Comme l'enfance, elle s'avoue vulnérable et par la même devient intelligente. Rien ne rend plus sot que l'illusion de la force, l'illusion de la puissance, l'illusion du savoir. Je trouve que c'est une bonne entrée en matière et ça fait réfléchir tout le monde. Alors ici, je vais vous expliquer en quelques mots le réseau, l'ASBL Ergo 2.0. Donc tout d'abord, elle s'est vraiment créée en 2019 et c'était quelques ergothérapeutes, beaucoup, travaillant en maison de repos, qui trouvaient que finalement, les gens qui arrivaient en maison de repos arrivaient souvent de façon très traumatique. Je schématise. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est à la maison, qui a quelques petits problèmes de détection de fragilité, mais on ne fait pas fort attention, pas beaucoup de prévention, jusqu'au moment où un accident un peu fatal, elle tombe, qu'est-ce qui se passe? L'ambulance arrive, on la sort de chez elle, on la met dans la clinique, on la répare comme on peut, on la met en révalidation, et puis là on dit, vous pouvez plus rentrer chez vous, maison de repos. Et la personne arrive en maison de repos, et nous, ergo de maison de repos, on doit les persuader que c'est le bon endroit, leur dire qu'ils sont heureux, et donc, mais non, mais c'est vrai, c'était vraiment ça. Et nous, on s'est dit, non. Ils ont envie de retourner chez eux. Il y a une dame, moi, c'est ce qui m'avait frappé le plus. C'était une dame qui dit, mais vous savez, quand l'ambulance est venue, j'avais mon café dans ma tasse, j'avais mon lit ouvert, j'avais laissé du dentifrice sous ma brosse à dents, mon frigo était rempli, et c'est fini, plus rien, je ne peux plus y aller. Moi, je trouve que c'est vraiment traumatique. Et donc, on s'est dit, allez, on doit faire quelque chose, et on a réfléchi. On s'est dit, mais l'ergothérapeute, qui est le spécialiste du quotidien, qui peut aller à domicile, peut arriver en prévention. Si on arrive trop tôt pour les gens, suffisamment tôt, on les connaît, on peut un peu leur dire les dangers de chez eux, on peut détecter les premiers signes de fragilité, on dirait en 2-3 petits mots les signes de fragilité, et on peut anticiper, créer une relation de confiance, et quand il y a un problème, eh bien on suit la personne, et si elle est hospitalisée, on dit, ben, on connaît son domicile, on a déjà un suivi, on peut quand même essayer de retourner au domicile. Et voilà, et on peut évoluer avec la personne, augmenter la qualité de vie et éviter des chutes. Et on sait qu'en plus de prévention, coûte beaucoup moins à la société que la réaction. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base, le point de départ de l'ASBL. Et donc, on s'est aussi réparti par province, sachant qu'on couvre toute la Wallonie et Bruxelles, mais que les réalités sont très différentes et qu'il vaut mieux se réunir par province. Donc, maintenant, on est lié par une charte, une convention de bonne pratique, on a une formation commune, mais il y a des coordinateurs par province qui gèrent plusieurs ergothérapeutes de quartier. Tu as terminé? Oui. Voilà. Alors, à propos de nous, donc on est un réseau d'ergothérapeutes autour de buts communs. On suscite la co-construction d'actions collectives. Donc ça c'est la SBL vraiment qui essaye d'avoir des visions pour faire connaître le rôle de l'ergo et de créer des campagnes, créer ce qu'on fait maintenant, une petite conférence pour informer les gens, pour soutenir après le maintien à domicile ou le maintien dans le lieu de vie qu'on a choisi.
Elle permet également de visibiliser les ergothérapeutes de quartier ainsi que leurs actions et de promouvoir la profession. C'est une profession qui est reconnue par l'UNAMI, mais qui n'a pas beaucoup de remboursements. On trouve des remboursements à domicile, et donc c'est important de montrer notre action, de prouver par le terrain, par l'action de terrain, que c'est utile pour que ça remonte un peu plus haut, et maintenant ça monte beaucoup depuis quelques années, à l'UNAMI ou à d'autres organismes comme la vie ou d'autres, que c'est un impact sociétal important, le travail en commun. On a 3 piliers: renforcement du lien social, promotion de la santé et action en prévention. Alors là, je me répète tout à fait. Donc, on veut soutenir l'activité. Donc, on voit très bien qu'ici aussi, Action Parkinsonne, et qu'est-ce qu'on propose? Des activités sportives, et la panoplie est variée parce que chacun n'a pas les mêmes intérêts, mais que l'activité est vraiment, le maintien de l'activité est vraiment un signe de maintien en santé. Elle permet aussi d'avoir un contact social qui est aussi 50% de la qualité de vie. Hein, c'est une personne toute seule qui reste tout le temps enfermée chez elle. Difficile d'être heureux. Il y a des ermites, mais c'est quand même un truc à voir. Alors ici, l'ergothérapeute, c'est quoi? À mon avis, c'est un métier que pas grand monde connaît. Vous l'avez déjà rencontré? Peut-être en rééducation, pour certains? Oui. À l'hôpital? Oui, à Molière. Aussi, monsieur? Oui. Oui. Alors, donc, c'est un professionnel de la santé paramédicale. C'est des études parallèles comme la kiné. Moi, par exemple, j'ai fait les deux. J'ai fait d'abord la kiné, puis à l'époque. Voilà. Expert des occupations humaines. Donc, on est vraiment dans votre occupation. Moi, je dis, par exemple, à un enfant, on va voir les occupations à l'école et les occupations à la maison. Un adulte, on va voir les occupations au boulot et les occupations sociales à la maison. Une personne un peu plus âgée, c'est principalement les occupations à la maison, avec les liens sociaux. On travaille sur les besoins et les demandes. Donc, ce qu'on dit toujours, moi quand j'arrive chez quelqu'un, je dis, je ne sais pas ce que je vais faire, c'est vous qui allez me le dire. Je vais avec vous poser des questions, voir comment vous vivez, et je vais sortir vos objectifs de vie, c'est un grand terme, mais voir ce qui est important pour vous, ce qui vous donne envie de vous lever le matin, ce qui vous donne de l'énergie, et voir un peu comment ça fonctionne, les dysfonctionnements, et trouver des adaptations, des aides. Donc on part vraiment de vous. On veut améliorer la qualité de vie et l'épanouissement. On veut réinvestir les activités habituelles. Donc il y a des choses qu'on ne fait plus, j'arrive plus. Eh bien, si c'est vraiment important pour vous, on va essayer de le faire. Ce n'est pas important, voilà, non. Optimiser la participation. Donc on travaille avec vous. Toute seule, on ne sait rien faire. On veut prévenir, réduire, limiter les situations de handicap. Maintenir, restaurer, stimuler les capacités. On travaille dans l'occupation et l'environnement. Et on a une grande vision sur la sécurité, le préventif et le curatif. Donc ça, c'est un peu toutes les choses qui se passent. Alors ici, c'est un peu des questions qu'on peut se poser. Voilà, je me sens seule chez moi. J'ai peur de tomber. J'ai peur de tomber chez moi, à l'extérieur, lors des déplacements. Quels sont les dangers de ma maison? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux encore continuer à faire des activités sociales, sortir, comme ça? Je veux être autonome dans mes activités quotidiennes et sociales, mais je fais quoi? Je voudrais rester chez moi, enfin, choisir là où j'ai envie de vivre. J'ai des proches qui me sont sur le dos en disant papa, maman, c'est trop dangereux, il faut absolument. Voilà. Je n'ose plus sortir de chez moi. Ce sont des idées, des questions qu'on se pose et auxquelles nous essayons, nous donnons des solutions pour essayer de Oui. Et donc, voilà, je posais la question de savoir si vous aviez déjà rencontré des ergothérapeutes, parce qu'on nous rencontre principalement, on est connu à l'hôpital, en maison de repos, ou parfois dans les mutuelles pour l'aménagement du domicile. Et c'est une intervention parfois unique, en tout cas pour les mutuelles. Et donc, ce qu'on fait à l'hôpital, on peut aussi, bien sûr, le faire à domicile. Et donc, on va nous retrouver vraiment dans une large gamme
d'objectifs et de difficultés. Et donc, on peut nous appeler quand il y a voilà, au milieu un trouble de l'équilibre, on ne tient plus très bien sur ses deux jambes, on a fait des chutes où on est à risque de chute, ou quand l'équilibre est instable, quand il faut monter des escaliers, entrer dans sa baignoire ou sa douche, passer une marge de trottoir aussi. Donc, on peut nous appeler à ce moment-là, en collaboration avec d'autres, bien sûr, avec le kiné. Quand il y a une dégradation de l'état général, un trouble de la marche, quand il y a une chute récente, et on fait une analyse alors de la chute et des circonstances pour travailler à la fois sur la partie le physique et à la fois éventuellement sur l'environnement. Quand il y a un trouble cognitif, en cas de maux de dos, si on peut intervenir, que ce soit quand on est debout, quand on est assis au bureau, lors voilà, si on travaille encore, ou quand on est occupé à des tâches administratives, avant et après la chirurgie, on peut renforcer avant une chirurgie, et on peut intervenir après la chirurgie aussi, en collaboration avec les kinés. Quand il y a une limitation articulaire, quand il y a un trouble neurologique. Donc on peut intervenir dans pas mal de situations, puisque ce sont des situations qu'on connaît tous, mais qui ont un impact, tous ces problèmes ont un impact sur la vie quotidienne, sur vos activités ou vos occupations, comme on les appelle. Et donc, de manière générale, un ergothérapeute peut intervenir à tout âge. Il y a des ergothérapeutes spécialisés en pédiatrie qui interviennent même maintenant dès la naissance auprès des nourrissons. Voilà, l'âge adulte, pour les seniors et aussi en fin de vie. Et nous collaborons alors dans ce cas-là avec les services de soins palliatifs et les médecins. Et donc, comment est-ce qu'on va intervenir? On a vu des situations dans lesquelles on peut intervenir. On peut intervenir voilà, par ce qui est connu, par une revalidation. La revalidation ou la réadaptation peut se faire en hôpital, en service de revalide, en hospitalisation ou en ambulatoire, mais on peut aussi se faire à domicile. Et on parle de réadaptation qui peut être physique ou cognitive. Et donc, ce n'est pas uniquement, voilà, on n'est pas uniquement là pour de l'aménagement de domicile, même si c'est aussi une grande part. On peut travailler justement dans le conseil en aménagement de domicile, qui va de pair avec la revalidation, la réadaptation. On peut aussi se centrer sur juste la réadaptation d'une activité. Comme Cécile disait, vous faites un choix par rapport à ce qui est important pour vous. Au départ, voilà, même s'il y a beaucoup de choses qui sont envisagées, on va sélectionner 2 ou 3 objectifs prioritaires au départ. Et puis, on peut travailler sur une activité et occupation. On est aussi parfois interpellé pour des expertises judiciaires dans le cas d'un retour au travail ou pour évaluer tout ce qui est activité dans le cas d'un handicap. Et donc là, on collabore avec des médecins et d'autres professionnels. Alors, ce qu'on va proposer de manière générale en ergo, mais ici dans l'ASBL aussi, ce sont des suivis individuels ou bien des suivis de groupe, on en reparlera encore, mais du suivi individuel peut être cognitif et ou physique. Et donc, on va faire des séances d'ergothérapie individuelles à domicile. Ou dans les lieux que vous avez choisis, on peut aller prendre des transports en commun ensemble, on peut aller à la piscine, faire une activité, aller faire des courses et voir ce qui coince ou ce qui pourrait faciliter. Donc, dans cet suivi individuel, on peut aussi apprendre tout ce qui est aide technique. Parce que vous avez peut-être eu des prescriptions d'aide technique, ou à l'hôpital, on vous a dit, ou le kiné, ce serait bien d'avoir ça, ou même l'ergo de la mutuelle. Mais parfois, il faut tester cette aide technique, et puis il faut aller l'acheter. Et là, on voit que ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a un grand marché au niveau de tout ce matériel. Et donc là aussi, on peut tester le matériel et faire un apprentissage à l'utilisation. Et donc, on va aller parfois ensemble dans les bandagisteries pour choisir le matériel. Et on va aussi apprendre l'utilisation du matériel aux aidants proches, donc à la famille, aux enfants, aux conjoints, ou bien aux personnes qui sont autour de vous, aux professionnels. C'est déjà arrivé qu'on m'appelle dans un service AVJ pour un monsieur qui avait des attelles à mettre au pied, et bien pour aider les aides familiales et les
mettre son attelle correctement, parce que lui avait des difficultés à l'expliquer. Donc là aussi, l'apprentissage des aides techniques et du matériel. Alors un aspect important aussi, donc par rapport aux difficultés cognitives ou quand la situation est complexe à domicile, on va faire un accompagnement, et c'est tout à fait normal pour nous de ne pas être centré sur la personne, mais aussi aider les aidants proches. Et donc on peut amener des solutions et on propose de l'aide supplémentaire à domicile. Alors, accompagner les aidants proches, c'est autant un accompagnement, un soutien dans l'activité, amener du répit, amener peut-être un suivi et de l'aide avec un psychologue ou un case manager, puisqu'on va vous parler d'un protocole 3 qui peut proposer tous ces services. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, parce que souvent, voilà, la famille, les aidants, ils sont aussi épuisés parce qu'on sait que le handicap, la maladie, touche tout le système familial, ou le système, tout le réseau, le système avec les voisins aussi, et qu'on a besoin d'avoir cet accompagnement pour vous comme pour vos aidants proches. On va pouvoir faire aussi de la formation et de l'éducation thérapeutique, et donc on propose des ateliers santé, prévention, promotion. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est ce qu'on fait aussi dans d'autres lieux. On fait des interventions, voilà, on a quelques idées de fiches. On fait des ateliers dans des maisons médicales, dans des maisons de quartier, justement pour la bonne santé, c'est l'éducation thérapeutique. On peut faire des cours collectifs, donc on a les cours de gymnastique ou autres cours. Et alors il y a tout un aspect ici prévention des chutes, mais aussi quand c'est plus difficile, aider à la manutention. Quels sont les trucs et astuces pour bien manipuler quelqu'un, voilà, qu'il soit debout, en fauteuil roulant ou avec un lifter, un soulève-personne. Tout ça peut aussi être un peu enseigné et revu ensemble. Et de la prévention par rapport aux pathologies aussi, donc prévention primaire, secondaire, pour éviter d'aggraver peut-être des choses. Donc on intervient dans pas mal de domaines. Et avec qui intervient-on? Eh bien sûr, avec vous d'abord, puisque vous êtes, pour nous, la personne, c'est la personne principale, et qu'on travaille avec une personne et pas avec une maladie. Et donc nous travaillons avec tout le cercle, comme vous voyez, tout le réseau qui est autour de vous. Et s'il n'y en a pas, parce qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore dans un circuit parfois, et donc on va mettre parfois ce réseau en place. Ce réseau de professionnels ou d'aidants, les aidants à la vie quotidienne, des voisins aussi, et tout ça dans une approche doc-wascom. C'est une approche qui est l'approche un petit peu, pour nous au niveau ergothérapeute, c'est dans notre ADN, c'est dans notre formation. L'approche doc, c'est un terme anglais, un acronyme pour dire Goal Oriented Care, et donc ça veut dire soins orientés vers les objectifs, goal de la personne. Il y a une traduction par l'Université de Liège, c'est ASCOP, aide et soins centrés sur les objectifs de la personne. Pour nous, ça semble évident, mais on peut vous le vivez au quotidien, mais ça n'est pas évident pour tout le monde, hein, parce que vous savez qu'on dit on va traiter une prothèse de hanche, on va traiter une fracture de cheville, on entend ça encore trop régulièrement dans la bouche des médecins, de certains kinés, de certains soignants. Et il y a même des fois des prises en charge où on ne vous demande quasiment pas votre avis, vous ne savez vraiment pas ce qui va se passer. Ah oui, vous devez être opéré, est-ce qu'on peut savoir de quoi vous avez parlé? Donc voilà, c'est vraiment important de vous recentrer au centre et de dire voilà, on part d'une personne qui a peut-être une maladie, peut-être une pathologie, et c'est la personne qui est importante. On voit à côté de vous une maladie, mais pas, on n'est pas une maladie. Oui, il y a quand même un changement actuellement dans les soins de santé. On va vers, vous avez peut-être entendu parler, vers des soins intégrés, qui sont des soins beaucoup plus pluridisciplinaires, où on essaie d'avoir une meilleure communication entre les professionnels, avec vous, avec les familles et avec l'hôpital aussi, via les services ambulatoires. Il y a encore du chemin à faire, mais c'est quand même une idée, ça évolue, on va vers du mieux, on a des trajets de soins qui vont être différents aussi. Et donc l'idée, voilà, c'est que vous êtes aussi important, et nous, ce qu'on nous apprend dans nos études, c'est que vous êtes expert
de votre difficulté, de votre maladie et de votre vécu surtout. Nous, on est peut-être parfois, certains professionnels sont experts de la maladie, mais ils sont experts sur le papier, hein, on le sait bien. Et donc, voilà, dans notre intervention, vous êtes la personne experte et vous êtes important dans ce suivi, c'est évident. Mais c'est vous qui allez mener la prise en charge, oui. On va en parler. On est là pour écouter, prendre des informations, faire un petit bilan ergo, et puis voilà, moi j'ai déterminé que ça a l'air important pour vous, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va le faire, est-ce que vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, on va essayer ça, voilà. C'est vraiment vous qui dirigez le bateau et on l'accompagne. Oui, c'est ça vraiment notre idée. Alors, c'est la même chose, c'est interdisciplinaire, mais vous êtes au centre, vous voyez que la personne est au centre. Alors, on a quand même parti d'un point de départ, qui est souvent le point de départ le plus important, et qui est souvent négligé, c'est la chute. Alors, je vais juste vous présenter de façon théorique la chute, parce que c'est bon, on a un peu de théorie. La chute est un événement imprévisible qui vient bouleverser l'organisation psychique de la personne, pas nécessairement âgée, occasionnant généralement des difficultés à se relever, tant du point de vue physique que psychologique. Et ça, c'est important. Donc, la chute, à tout âge, on chute. Un enfant n'arrête pas de tomber, un adulte et un ado peut tomber, mais ça ne dérange pas trop. Plus on avance en âge, la chute est moins bien réceptionnée, moins bien vécue et plus traumatisante. Mais c'est quelque chose, tout d'abord, c'est imprévisible, ça vous tombe dessus très souvent, pourquoi vous êtes tombé, j'en sais rien, je tombe ça. Et il y a des conséquences physiques, vous êtes tombé, si vous vous relevez, magnifique, on vous dit tout va bien, vous êtes relevé, oui, vous avez pas mal, bon, vous êtes un peu moins bien, et puis ça passe inaperçu. Mais on ne s'est jamais arrêté, comme disait Béatrice, sur le fait qu'il faut d'abord savoir pourquoi il y a cette chute. Il y a peut-être une belle petite raison, vous aviez peut-être juste oublié de faire vos lacets, vous vous emmêlez dans vos lacets, je dis un exemple, ou vous avez oublié de vos lunettes et vous n'avez pas vu, qu'il y avait une marche, ou vous êtes trop noir et je ne voyais pas. Si on sait, si on a compris la cause de la chute, elle est beaucoup moins traumatisante. Donc, le côté psychologique, il s'efface un peu. On garde toujours le. Ensuite, je suis tombé, j'espère que je ne vais pas retomber. Mais si on sait pourquoi on est tombé, on se dit la prochaine fois, je mettrai une lunette, ou j'allumerai. Enfin, on peut trouver une solution et diminuer le côté psychologique qui est dans le cas. Alors ici, c'est quand même des choses un peu importantes, ça veut dire qu'à partir de 65 ans, il y a un tiers des personnes qui chutent. À partir de 80 ans et plus, il y a la moitié des gens qui chutent. Une personne qui a chuté risque de rechuter pendant la nuit. Et dans les chutes, le pourcentage de chutes sur toutes les statistiques, 20% ne se relèvent pas. Il y a quand même 80% qui se relèvent. Ça passe sous la trappe, mais 20%. Les conséquences d'une chute chez une personne un peu plus âgée, 30%, il y a des séquelles physiques, et on a mal par-ci, on a peut-être quelque chose qui est cassé, des séquelles du fait d'être resté longtemps au sol, ça c'est vraiment mauvais de rester longtemps, outre le fait que souvent il fait froid, on se refroidit, mais on comprime des tissus, on peut vraiment avoir des problèmes plus importants de thrombose, des problèmes de refroidissement et de tissus abîmés. Et il y a 70% des causes psychologiques. On a peur de tomber. Et si on a peur de retomber, qu'est-ce qu'on fait? On prend des mauvaises habitudes. On a des positions qui sont quand même bien moins bonnes. On va marcher en se tenant, on va éviter de se lever, on va bouger moins. Et c'est toutes des choses qu'il faut vraiment éviter. Et on sait que 30% des chutes à répétition conduisent à l'hospitalisation et l'institutionnalisation. Donc pour nous, c'est vraiment avec ce schéma-là et ces statistiques-là, agir lors de la première chute a tout son sens. Et donc nous, on s'est dit, notre constat, c'est que s'il y a une chute, elle passe inaperçue. On n'essaie pas de savoir l'origine, les causes, le pourquoi de cette chute. Prendre du temps avec vous pour essayer de l'analyser. Eh bien, il risque vraiment d'avoir un déclin, de rechuter, d'avoir de plus en plus peur, de marcher de moins en moins. Voilà. Tandis que si on arrive bien à temps et qu'on vous accompagne, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, de vous remettre en confiance, de dire ben voilà, reprenez un kiné, il
va un peu vous renforcer, changer de paire de chaussures, éviter ce seul pied glissant, voilà. Eh bien, le déclin, s'il y a un déclin, est beaucoup plus lent, ou même il n'y a pas de déclin. Donc c'est vraiment important cet accompagnement à ce moment-là, où cet arrêt sur l'image, sur le fait d'être tombé, de dire je prends du temps, j'essaye de comprendre, et on évite un déclin. Alors ici, ça va être vraiment fait en petit peu, mais on vous montre quand même tous les facteurs de risque de chute. Il y en a beaucoup. Hein. Donc il y a tout ce qui est problème de continence. Si on est pressé, on va faire un peu moins attention et on risque de chuter lors de déplacement. Tout ce qui est le poids, la perte du poids, le fait de perdre du poids, sans raison valable, sans avoir nécessairement mangé moins, était vraiment un signe très important. Parce qu'à un certain âge, à partir de même 35 ans, 45 ans, quand on perd du poids, on perd de la masse musculaire d'abord, et puis de la graisse. Et la masse musculaire, c'est celle qui nous permet de bouger et de se tenir debout. Donc le fait de perdre du poids important, sauf si on perd du poids en faisant un énormément de sport, on trouve le muscle, mais autrement c'est vraiment un signe. Et c'est un signe énorme de fragilité. Donc, il ne faut pas se peser tous les jours, mais c'est important de suivre quand même son poids, de dire tiens, je maigris, qu'est-ce qui se passe? Alors, le fait de maigrir, ça peut être simplement un problème un peu de tristesse, je suis tout seul, pas drôle de manger, je ne mange pas faim, je ne peux me lever. Ça peut être une raison, mais c'est aussi une raison, un signe de fragilité. Il y a tous les problèmes d'équilibre instable, c'est important de savoir. Tout ce qui est votre environnement et les dangers d'environnement. Et ça, c'est vrai que nous, très souvent, quand on regarde ici, on voit tout de suite les petits signes. Ah non, là, c'est vraiment, pour moi, ça est dangereux. Vous le connaissez par cœur, mais je vous dis quand même que c'est un endroit où il y a des risques. Il y a une restriction d'activité sur l'instance, c'est quelquefois quand on a eu une chute, quelque chose de cassé, mais on est immobilisé pendant un certain temps, la reprise d'activité est dangereuse. Et donc ça, c'est vraiment important, ce sont des moments très importants où il faut d'autant être plus prudent ou avoir des conseils. Tout ce qui est trouble cognitif, ça c'est aussi des facteurs de risque de chute. Les changements de médicaments. Vous allez chez votre neurologue qui va vous donner des médicaments. Quelques jours après, vous allez chez votre cardiologue qui va vous donner des médicaments. Il ne va pas nécessairement penser que le neurologue donne des médicaments. Eh bien, ces médicaments peuvent avoir une interaction, modifier complètement, et vous rendre compte que finalement la nuit vous dormiez super bien, et maintenant vous ne dormiez plus, vous vous levez pendant la nuit, mais vous avez pris un somnifère, et donc finalement quand vous vous levez pendant la nuit, vous ne voyez pas très clair, vous tombez. Donc, je donne des exemples gros comme des maisons, mais c'est quand même des choses importantes. Donc c'est vraiment important, quand vous allez chez un médecin, quand il y a des changements de médication, soit d'en parler à votre généraliste, pour voir s'il y a des interactions, ou prévenir la personne, attention, moi je prends un somnifère, attention, je suis suivi chez le cardiologue, attention chez les spécialistes, pour qu'il y ait une petite... Alors tout ce qui est chaussage, oui, ce que vous avez au pied, c'est important, des chaussures dans lesquelles on ne se sent pas bien, et on marche comme ça, ça ne va jamais vous aider à tenir bien sur vos jambes, ou des chaussures à haut talon alors qu'on est sur des pavés, ou qui glissent, tout ça c'est important, il faut des chaussures qui tiennent bien au pied, dans lesquelles on est confortable, c'est vraiment important. Le suivi visuel, on voit moins bien, ou on a été chez le police, on vient de recevoir des nouvelles lunettes. Attention, c'est vraiment le moment où on risque d'avoir des soucis parce qu'on ne voit plus comme avant et le cerveau doit s'adapter à la nouvelle vision. Et faiblesse musculaire, d'où l'importance de faire du sport. On sait que la masse musculaire diminue quand on avance en âge et que c'est simplement en faisant de l'exercice qu'on peut la maintenir, ou l'importance de rester en mouvement, de continuer à faire un maximum d'activité physique en fonction de ce que vous aimez et de vos choses rapides. Alors, ici donc on trouve que on se rend bien compte que la prise en charge préventive des nervothérapeutes est une solution, une réelle plus-value. Pourquoi? Parce qu'on va retarder, peut-être même supprimer la socialisation, parce qu'on est à domicile, en prévention, qu'on vous connaît, qu'on a déjà évité quelques risques, on vous a
ouvrir les yeux face à des difficultés. Donc c'est important. Ça améliore votre qualité de vie parce que vous êtes plus en sécurité chez vous ou mieux entouré. Ça sécurise et ça prévient les déclins fonctionnels. Ça soulage toujours les aidants proches. C'est important, ça soulage la famille. Et on essaie de soutenir le maintien du lien social. Alors concrètement, tu vas un peu expliquer ça? Oui. Concrètement, il y a des interventions financières pour le suivi ergo à domicile ou en ambulatoire après une prééducation. Et donc, on va le voir juste après, mais il y a des possibilités donc, à Bruxelles avec le phare et les mutuelles. Et sinon, il y a des conventions au niveau de l'INAMI, une convention neuro, quand on sort d'un centre de réadaptation fonctionnelle conventionnée, une convention Covid long, encore cette année, et puis nous avons des partenariats dans le cadre d'un protocole 3, le projet pilote, avec Brusano et Alzheimer Belgique. Et donc ça peut offrir de l'hémothérapie, soit tout à fait gratuite, soit avec un ticket modérateur pour les conventions INAMI. Peut-être certains en ont bénéficié à la sortie d'un centre de rééducation de cette convention INAMI. Et donc, il y a la convention INAMI, mais c'est vraiment assez réglementé, il faut sortir d'un centre spécialisé. Il y a 7 séances d'ergo, un bilan, une séance d'évaluation, et ça doit être un médecin spécialiste qui demande le trajet ergo à domicile. Tandis qu'ici, avec Brusano et Alzheimer Belgique, c'est un suivi ergo à domicile, suivi psychologique aussi, et ou case manager, et c'est entièrement gratuit et c'est initié par un médecin généraliste. Ou même par nous, voilà. S'il n'y a pas de médecin généraliste dans l'affaire, je vois que monsieur a la prescription, en fait on va envoyer nous la prescription au médecin parce que nous sommes paramédicaux et nous avons besoin d'une prescription dans notre cadre légal, et puis aussi pour voir un petit peu, pour l'informer et savoir ce qu'il souhaite aussi comme suivi ergo. Alors, ce projet pilote est intéressant. Il est pour le moment à durée déterminée jusqu'à fin de l'année, mais on a déjà la certitude d'avoir 6 mois de plus et peut-être encore 6 mois, le temps de faire un nouveau trajet de soins qui soit dans la loi et qui va permettre d'avoir de l'hémothérapie à domicile, un suivi psychologique et case manager qui soit dans la loi, dans un trajet INAMI avec une nomenclature INAMI. Tandis qu'ici, on est dans un projet pilote, c'est encore des pseudocodes. Et donc l'idée, c'est vraiment de soutenir le maintien à domicile pour les plus de 60 ans, mais on peut avoir une exception s'il y a des personnes plus jeunes. Nous devons en faire la demande à Brusano. Et l'idée est vraiment d'éviter, comme on l'a mis, l'institutionnalisation non désirée, et on a oublié aussi, mais éviter les hospitalisations trop fréquentes. Puisque s'il y a un réseau qui vous soutient à domicile, il va pouvoir répondre plus vite à vos interrogations et vous ne devrez pas aller en urgence ou en hospitalisation trop souvent. Et donc ça, on voit que ça a un réel impact d'avoir un réseau. Et si le réseau ne fonctionne pas, voilà, on va vous aider à remettre quelque chose en route. Et donc pour le moment, dans ce projet-ci, parce qu'on va parler d'un autre projet après, c'est pour des personnes de plus de 60 ans qui sont domiciliées dans une des 19 communes de Bruxelles. Donc celui-là, entièrement gratuit, c'est l'ergothérapie gratuite, c'est à Bruxelles. Et donc ça ne va pas concerner les personnes qui seraient en maison de repos et de soins et les personnes hospitalisées. Mais nous pouvons démarrer un trajet quand on sait que la personne va sortir de l'hôpital. On peut déjà aller faire une première visite et puis aller à l'hôpital ou à domicile, et on peut après poursuivre un suivi à domicile quand on sait que la personne va sortir de l'hôpital. Même quelquefois, il y a des gens qui sont en maison de repos en séjour, mais désirent rentrer chez eux. Et donc, moi, j'ai déjà eu des appels du médecin généraliste qui dit: est-ce qu'on peut aller voir d'abord le domicile? On voit le domicile ou en centre de réévaluation longtemps. On voit le domicile, on fait déjà des changements, des adaptations en accord avec la personne, et on va la voir hospitalisée ou en centre de réévaluation. Voilà. Moi, j'ai détecté ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut mettre ça sur pied? Et puis alors, quand elle revient, le domicile est déjà adapté pour ne pas devoir le faire quand la personne arrive. C'est beaucoup plus
plus lourd et c'est pas censé. Donc ça c'est vraiment important d'arriver dans une communauté. Les courts séjours et aussi si on réside en résidence-service, ça peut fonctionner aussi puisque c'est l'équivalent d'un domicile, pas une maison de repos. Et donc, quand est-ce qu'on va intervenir et quand est-ce qu'il y a une possibilité, parce qu'on doit remplir aussi une échelle Lebel Rail. Pour l'INAMI, il y a quand même des critères. Quand il y a un risque de chute ou des chutes récentes, quand il y a une perte d'autonomie, qu'elle soit minime ou importante, quand il y a besoin d'aménager le domicile, et donc c'est tous des ou quand on a une personne avec un diagnostic de démence ou une maladie neurodégénérative ou apparentée. Donc ça veut dire qu'on peut intervenir dans beaucoup de cas, et donc ce projet pilote vise vraiment à amener du soutien, de la qualité de vie pour la personne et pour ses aidants proches. Parce que donc avec Alzheimer Belgique, il y a vraiment, comme je vous disais, on fait un suivi aussi intensif auprès des aidants proches, qui parfois ne savent plus très bien ce qu'ils doivent faire, mais qui souhaitent quand même que la personne reste plus longtemps à domicile. Alors, un peu en résumé, il n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir perdu son indépendance pour faire appel à l'expertise d'une ergothérapeute. On veut vraiment arriver en prévention et on ne peut pas attendre que ça aille bien. Donc, c'est pas le bien. Pourquoi les ergothérapeutes en première ligne? Donc, en première ligne, c'est bien à votre domicile, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui désirent rester dans leur domicile, ou en tout cas dans leur lieu qu'ils ont choisi, que la population a tendance à vieillir, que la vieillesse, ce n'est pas un déclin, mais on peut vivre et vieillir en santé. Mais il faut se faire aider ou avoir l'intérêt de la prévention pour la personne, sa qualité de vie, mais aussi pour la société, pour le sociétal. C'est très important d'avoir une relation de confiance avec quelqu'un. Moi, je vais par exemple prendre un exemple de Henri que vous connaissiez. Ben voilà, j'étais chez lui, envoyé par sa kinésithérapeute. Je suis arrivée et donc je l'ai aidé, mais je venais régulièrement, toutes les 3 semaines, tous les mois, quelquefois avec un objectif bien précis, je voulais sortir avec son relateur. Et puis quand j'arrivais, c'était un autre problème qui empoisonnait son quotidien. Et bien, j'essayais avec lui de régler ce problème. Et finalement, mais très souvent, même il m'appelait en dehors des séances prévues en disant tiens, j'ai ça comme problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Je l'ai aussi bien aidé à faire des courses en ligne que à essayer un pantalon qu'il avait acheté, qu'il voulait absolument essayer et raccourcir, que de faire des sorties avec ce relateur. Donc, c'est vraiment une relation de confiance. On dit ben voilà, j'ai ce problème-là dans mon quotidien, je ne vais pas empoisonner ma famille parce que ben, ça va, mais je vais demander à cette personne dont j'ai confiance et ensemble, on va essayer de trouver la solution. Donc ça, c'est comme on a dit, c'est la vision du soin qui est basée sur vos objectifs de vie et sur la personne. On n'arrive pas, on n'a pas en connaissant tout en disant il faut faire ça. Non, on est là plutôt à voir ce que vous voulez. Oui, c'est la santé, on passe vraiment vers un concept de cure, concept guérir, et le soin vers un concept de care qui est prendre soin et dans le bien-être. Cette philosophie, quand même, commence à percoler au niveau de l'INAMI et du SPF, ce qui est une bonne chose. Et il y a d'ailleurs, dans les nouvelles politiques et les gouvernements qui sont en train de se mettre en place, vous l'entendez peut-être, des budgets qui vont et qui sont débloqués. Certains ministres en parlent beaucoup pour la prévention et la promotion de la santé. Et donc, justement, pour permettre à tous une qualité de vie et pas d'arriver trop tard quand on ne bouge plus, quand on est coincé à l'hôpital ou en maison de repos. Bon, je vais vous parler un petit peu de la fragilité. Alors, nous, comme on arrive en prévention, on veut aussi vous aider à être maître vous-même de votre santé et de vous aider à détecter votre fragilité, la détecter avant qu'il y ait un problème, prévenir ce déclin fonctionnel, avoir cette information et la relayer aux personnes concernées. La prévention permet d'éviter des chutes et surtout de déjà réfléchir comme la première phrase que je disais, quand on sait qu'on est fragile, eh bien, on peut déjà anticiper, on ne se voile pas la face en disant tout va bien, mais on peut déjà anticiper l'avenir. Et donc ça, c'est aussi une forme de prévention qui est très importante. Et avec ça, on a un outil qui est recommandé par l'OMS,
c'est l'Organisation mondiale de la santé. C'est un outil que l'on peut télécharger sur son GSM ou sur une tablette et qui permet de faire le bilan des 6 items importants qui sont déterminants de votre maintien en stabilité ou début de fragilité. Donc c'est tout ce qui est mobilité, humeur, tout ce qui est fonction cognitive, l'audition, la vision et la nutrition. C'est un petit test qui est assez facile à faire. Il vaut mieux être à 2 parce que pour entendre un son, il vaut mieux que quelqu'un vous dise. Et voilà. Mais c'est un petit test qui est à la portée de tout le monde et qui permet, on le fait tous les 6 mois, de voir où on en est. S'il y a un des items où ça va moins bien, vous serez averti, libre à vous de réagir. On vous dit, bah oui, vous entendez beaucoup moins bien. Je dis, oui, je m'en fiche. C'est comme ça. Ou bien je dis, bah ah oui, c'est vrai, je vais oublier, je vais retourner aller voir. Voilà. Donc ça, c'était des actions préventives. Et donc ces ateliers, voilà, l'utilisation de l'ICOPS, ça fait partie d'un des ateliers qu'on fait, parmi d'autres. Hein, on fait des ateliers sur la nutrition, le sommeil, sur les chutes. Et donc, c'est quelque chose aussi qui fait partie du boulot ergo. Il y a l'accompagnement individuel et les ateliers collectifs. Et vous pouvez vous joindre à nous quand on en fera. Alors voilà, si vous voulez faire une demande, on peut partir d'une prescription médicale, mais on n'est pas obligé, on peut directement nous téléphoner ou nous envoyer un mail ici à l'adresse ergo2.0.bruxelles@gmail.com. Mais il y a aussi, bon, j'ai des petits cartons aussi avec nos numéros de téléphone. Vous avez certains ont pris le petit flyer. Alors sur ce flyer, c'est la SBL en général, mais vous avez au verso le site internet, un numéro de téléphone qui est celui de la secrétaire pour Bruxelles et la Wallonie, et un mail qui arrive au secrétariat. Et quand elle sait que c'est une demande pour Bruxelles, elle vous la renvoie. C'est pour le Brabant Wallon, elle va renvoyer au Brabant Wallon chez Cécile, etc. Donc il ne faut pas hésiter à les prendre différentes adresses et vous écrire. Ça ne concerne pas. Voilà. Et donc voilà, s'il y a une demande, on renvoie un dossier, on renvoie une information à celui qui a fait la demande, que ce soit votre kiné ou votre médecin, on renvoie une information par rapport au suivi. Et on vous demandera toujours qui est votre médecin, parce qu'on trouve ça aussi important d'informer le médecin qu'il y a quelqu'un au domicile qui est une personne relais. Et les médecins souvent ne connaissent pas le rôle de l'ergo, donc vous savez, moi je fais systématiquement un petit bilan ergo et j'envoie, si j'ai une adresse mail, je l'envoie au médecin, c'est plus facile que le courrier qui se fait dans les mains. Mais, et comme ça, au moins, il sait qu'il y a quelqu'un, une personne relais, et ça peut lui servir aussi pour quelqu'un d'autre. Mais voilà, donc c'est vraiment important, on va toujours essayer en tout cas, s'il y a une prescription, on va toujours envoyer un courrier au prescripteur, informer qu'il y a quelque chose qui s'est fait. Donc ça, c'est un peu tout le nom de certaines ergométries qui ne pas complètes sur Bruxelles. Voilà, on a une équipe de plusieurs ergothérapeutes, alors on a des spécialisations, mais on a aussi des zones d'action. On essaye de se répartir pour éviter voilà, les problèmes de mobilité. On va se répartir un petit peu nord, centre, sud. Et donc ça, c'est une partie du réseau avec lequel on travaille. Il y a l'UPE, qui est l'Union professionnelle des ergothérapeutes, qui soutient la SBL. Voilà, on travaille avec des réseaux de quartier comme la maison de Biloba-Eus à Scarbeet, avec le réseau SAM là au-dessus, les aidants proches, Bruxelles ou Wallonie, avec des mutuelles, avec des centres de coordination à domicile, on n'a pas dit ça bien, mais avec la téléassistance, on va vous en parler après, et avec PMR Récup, qui est une ASBL qui récupère du matériel, des aides techniques ou du gros matériel et qui les reconditionne et qui peut vous le proposer à un prix correct. Voilà, dans l'idée d'une économie circulaire pour ne pas mettre au rebut des lits médicalisés, des chaises manuelles, des chaises électriques, etc., des rollators, des planches de bain qui pourraient encore servir à d'autres. Et donc oui, on participe à cette économie. Il y en a encore d'autres. Alors voilà, ça c'est, on a fait une présentation à JET aussi, et donc on travaille vraiment avec différents réseaux, la Bologo des réseaux de santé mentale, et alors vous connaissez peut-être le réseau Accolage et le réseau Bratsu Bratsu.
travaillez avec eux peut-être, il y a peut-être déjà des binômes voisins-voisines qui ont été formés. Et donc, on travaille avec eux aussi pour amener des bénévoles parfois à domicile quand on a repéré des personnes qui sont isolées. Et soit le bénévole vient rendre visite, soit il emmène la personne à des activités. Alors, je crois que j'ai oublié de me le dire. Donc voilà. Mais donc, par contre, nous, on a trouvé que même, comme on agit en prévention, on s'est dit qu'il faut trouver quelques outils qui correspondent. On a oublié. On a quand même des outils qui nous permettent de répondre à nos demandes d'arriver en prévention, en disant voilà, on veut que la personne continue à avoir ses activités, qu'elle continue à sortir, qu'elle continue à avoir du lien social, qu'elle continue à être en sécurité partout où elle se promène, et aussi sécuriser sa famille. Et donc on a un peu cherché, on s'est renseigné auprès de personnes qui étaient plus dans la connaissance des outils technologiques, et on a trouvé un petit outil qui pour nous correspond à notre demande ergo et à la demande des personnes. C'est un tracker qu'on vous présente, un petit tracker GPS, qui est un outil qui permet la détection des chutes et qui permet de vous localiser partout où vous promenez en Europe. Alors moi je peux vous présenter maintenant la détection des chutes, je ne sais pas quand même pour pas vous casser. Voilà, un peu d'âge. Je l'éteins, voilà, je vais l'empêcher. Alerte de chute activée, vous avez entendu? Oui, entendu. C'est que, voilà, je l'éteins pour éviter des personnes qui travaillent, c'est pour ça. Donc c'était important pour vous d'avoir un outil qui détecte une chute. Et qui détecte une chute, on peut régler un peu l'intensité, mais même une chute lente, on a vu, vous avez vu, c'était 30 cm, donc même si vous tombez assez lentement par terre, eh bien, il y a cette hauteur qui fera réagir l'appareil et qui permettra un appel automatique à une télévigilance qui va réagir dans l'urgence, demander si tout va bien. Si vous dites, mais non, je faisais juste ma gymnastique et j'oublie de me retirer, ben alors, mais si il dit, ben voilà, moi je suis par terre, je vais très bien, je n'arrive pas à me relever, qu'est-ce que vous faites? Et cette personne-là peut vous géolocaliser. Donc, je donne des exemples. Quelqu'un qui va se promener avec son chien, il est en forêt, il bute sur une racine, il tombe, ben le chien s'en va parce qu'il l'a laissé tomber, lui il est par terre, il est tombé sur son ventre, il s'est fait mal au bras, prenons pas le pire, il aurait un GSM, il n'arrive pas à le récupérer dans sa poche, tandis que là, il est tombé, même l'appareil coincé a détecté cette chute, appelle, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes par terre, monsieur? Oui, mon chien est parti. Est-ce que ça va? Non, ça ne va pas du tout. Je vois que vous êtes en forêt de soins. Vous êtes en chez moi. Et donc, mettre le processus de sauvetage de la personne et éviter des situations dramatiques. Alors, moi, je me suis un autre exemple qui, pour moi, était important. C'était une de mes tantes qui habite au Saint-Pierre, près de la place du Mont, un bon petit quartier qui va se balader, rentre tard le soir entre chien et loup, vers 5h30, 6h. Elle arrive dans son appartement, il y a quelqu'un qui la suit. Rentrez chez vous, je vous accompagne. Mais non. Elle est affolée, elle est comme ça, tremblante. Réflexe, elle met sa main sur son cœur, elle avait son petit médaillon, elle a appuyé bien dessus. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez me laisser tranquille? Oui, je ne vais pas vous faire de mal, mais je rentre chez vous. Ouais. Donc, elle a appuyé, elle arrive en tremblant, elle ouvre la porte de l'appartement pour arriver aux ascenseurs, affolée, elle avait également comme toute sa tête, elle appuie sur le bouton d'ascenseur. Quand l'ascenseur arrive, elle dit, je ne vais pas à mon étage, je vais à un autre étage. Disons qu'elle était le 3e, elle va au 5e. Le gars l'accompagne dans l'ascenseur, elle est toujours aussi tremblante. Finalement, dans l'ascenseur, vous avez un problème? Oui, je ne vais pas du tout bien. Vous l'avez l'ambulance. Ah, je vois que vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous, vous allez rentrer chez vous. L'ascenseur s'est arrêté, le gars est parti. Elle n'était pas en forme, ça c'est sûr. Mais elle n'avait pas été agressée jusque chez elle et retrouvée peut-être tabassée chez elle, enfin, ou en tout cas détruite. Donc, voilà, donc ça a des
multiples fonctions. Et je sais qu'il y a d'autres personnes à qui on propose cela, en disant, mais parce que la famille des mamans, maman, t'es déjà tombé 3 fois quand tu vas faire tes courses, maintenant tu ne sors plus, je fais des courses pour toi, je vais faire des courses. Non, je ne sais pas aussi. Alors on dit, ben voilà, on vous donne un moyen, on continue à sortir, et la maman est contente, la fille est rassurée, et là, tout le monde va mieux. Donc voilà, et donc l'importance, nous, on propose cet outil, et on vous accompagne, parce que c'est important qu'il rentre dans vos habitudes de vie, qu'on comprenne un peu quand il faut le charger, comment il faut le porter. Il y aura peut-être une personne, un homme qui va dire, moi, ça m'embête de donner mon coup, mais si c'est accroché à mes clés, je prends systématiquement mes clés, ou elles sont systématiquement dans ma poche, donc ça va. Tandis qu'une femme me dit, non, je le prends, je le cache dans le soutien, comme ça me place. Enfin, on trouve ce qui est mieux. On voit comment est-ce que vous le rechargez. Il y a des gens qui tiennent 2 jours, ou un peu moins suivant l'intensité de ce qu'on demande, mais il tient quand même plus qu'un jour. Eh bien, on peut se dire, ben voilà, je le fais systématiquement, je le recharge quand l'après-midi, après le journal parlé, je regarde une émission, je m'endors quand même systématiquement. Eh bien, je sais que j'ai pendant 2 heures, ben, je le dépose, je suis dans mon fauteuil, il n'y a pas de risque de tomber, je peux le déposer. Mais je le garde pendant la nuit, parce que la nuit, je me lève, je la fais. Voilà. Et donc, c'est vraiment nous, avec notre vision ergo, on connaît vos habitudes de vie, et on va vous aider à trouver la solution qui est la plus adaptée à vous, et qui vous permettra d'utiliser l'objet. Ça ne sert à rien s'il reste au fond d'un tiroir. Donc, c'est vraiment ça. Et donc, voilà, on a ça. Et on a éventuellement un bracelet qui n'est pas une montre, qui est un bracelet, mais je sais qu'il y a des gens qui préfèrent, par exemple des hommes préfèrent. Pour une femme, c'est un peu gros, un gros bracelet, mais ça a le même principe de détection des chutes et d'alerte. Ça permet aussi, quand on est égaré, de pouvoir être retrouvé. Donc, voilà, dans un autre projet, j'ai utilisé ça avec une personne qui sortait très très fort désorientée, quelqu'un qui avait une maladie d'Alzheimer, et qui sortait encore avec son chien. Alors, quand tout allait bien, le chien ramenait à la maison. Monsieur se perdait dans son quartier un peu plus loin. Mais là, il est arrivé une fois, même plusieurs fois, que son chien avait continué vraiment très très loin, droit devant. Monsieur était perdu, ne pouvait plus rentrer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Soit c'est lui qui appuie, s'il se rend compte qu'il est perdu, il peut appuyer, on peut le localiser avec la centrale de télévigilance, et puis on peut appeler ses proches qui peuvent venir le chercher, ou la police, si il n'y a pas de proche disponible. Ou alors, si monsieur ne peut pas appeler, les proches peuvent avoir l'application sur leur téléphone, et avec, quand il y a eu l'accord de la personne, et voir où est localisée la personne pour pouvoir aller le chercher. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. On a entendu parler de personnes qui avaient été égarées et retrouvées parfois fort tardivement. Donc ça, c'est vraiment une application qui est utilisée. Et on peut aussi mettre un périmètre de sécurité, c'est-à-dire que l'appareil va commencer à sonner bien sur l'application de la famille quand on dépasse un certain périmètre qu'on a défini ensemble. Et donc, si on dépasse un périmètre, ça peut être 1, 5, 10 km à voir, ça va appeler les aidants. Et ça permet, il y a quelqu'un qui moi je aussi j'avais un autre exemple, une personne, un monsieur David Alzheimer, tous les mercredis, il allait chercher ses petits-enfants à l'école. C'était son plaisir de la semaine. Une fois, il s'est perdu ou il est rentré en faisant le plus pas possible, et donc son épouse a dit non, maintenant c'est fini, tu ne vas plus chercher les petits-enfants. Mais lui, c'était son bonheur, c'était sa raison de venir toute la semaine, façon de parler. Et donc, on a déterminé que quand il prend sa voiture, il savait encore bien conduire, il connaissait le chemin par cœur, ce n'était pas un souci, eh bien, il avait ce petit médaillon, et qu'on faisait un périmètre bien large autour de l'école, pour si par hasard il y avait une déviation, il n'était pas, et comme ça, il pouvait continuer. Les dents de proches étaient rassurées, et il y a eu la paix dans les ménages, parce que finalement, les dents de proches étaient tout le temps là comme empêchées, c'est pas agréable. Et donc, c'est vraiment une solution qui a été réfléchie pour que ça améliore la qualité de vie des deux, hein, et de permettre une certaine indépendance et autonomie. Mais ça sonne où? Dans un système de télévigilance, donc une société spécialisée, 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine, qui va entendre, qui a vos informations, qui sait qui vous êtes, qui sait où vous habitez, qui a le nombre de personnes de référence
à appeler, mais qui va d'abord s'adresser à vous, parce que ça appelle directement, ils vous ont demandé, Madame Intel, qu'est-ce qui se passe, et vous allez dire, mais tout va bien, ou justement rien ne va, et vous vous demandez, est-ce que vous voulez que j'appelle la première personne sur la liste? C'est votre choix, c'est ce que vous préférez. Ah non, non, il est aux États-Unis, il ne faut pas le déranger. Eh bien, on va appeler quelqu'un d'autre. Et si par hasard vous ne réagissez pas parce que vous êtes par terre inconsciente, il sait savoir où vous êtes, il va appeler la première personne qui va décider de ce qu'il faut faire, la seconde, la troisième, si elle ne réagisse pas, et s'il n'y a personne qui réagit, va appeler systématiquement l'ambulance, mais qui va savoir où vous trouvez. Parce que vraiment, quelquefois vous avez votre GC, vous pourriez peut-être appeler, mais savoir où vous êtes, être dans l'état de dire oui, je suis là, je suis par terre, la géolocalisation a tout son sens. Quelquefois, on est même juste pas bien, oui, je suis, mais oui, je suis devant, voilà. C'est important d'avoir ça pour ne pas l'avoir. Il n'y a aucune manipulation. Quand vous tombez, ça appelle tout seul, ça raccroche tout seul. Donc même si vous avez les deux mains ou tout à fait dans un mauvais état, ça appelle, ça raccroche. Mais si vous avez besoin vous-même, parce que vous n'êtes pas en sécurité, il y a le bouton SOS, vous appuyez et réagit. C'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur, donc c'est un outil qui vous permet, dans toute l'Europe, vous partez en voyage avec quelqu'un, mais vous pouvez le prendre. Il faut juste prévenir le système de la société que vous êtes à l'étranger, parce qu'il n'a pas toutes les coordonnées des soins de santé autour du lieu où vous êtes. En Belgique, oui, mais pas ailleurs. Il faut juste dire, voilà, je pars pour 15 jours en Grèce, est-ce que je peux prendre mon tracker, vous savez, je vais être dans ce périmètre-là. Quelqu'un disait c'est un abonnement. D'accord. Oui, voilà. Il y avait une question, c'est un abonnement, oui, et c'est un peu comme certains